L'impact des enseignements théosophiques a été très fort dans un certain nombre de milieux, notamment les milieux artistiques, les milieux littéraires, les milieux scientifiques, comme nous allons le voir à présent. En ce qui concerne les milieux artistiques, notamment les peintres, la société théosophique a un véritable impact sur ce que l'on peut appeler aujourd'hui l'art abstrait, les débuts de l'art abstrait. Kandinsky cite les théosophes dans son ouvrage majeur, qui est Du spirituel dans l'art, cite effectivement l'approche théosophique, l'approche des enseignements théosophiques, je parle des formes pensées, de cette dimension du monde invisible, dans son écrit justement du spirituel dans l'art, il en parle de façon assez forte. Alors même si on dit que Kandinsky, c'est une évidence aussi, a effectivement dans son œuvre une influence de l'orthodoxie par rapport à sa tradition et ses origines, il ne faut pas occulter dans son œuvre les apports théosophiques qui demeurent relativement importants, comme les citent d'ailleurs la plupart de ses biographes. Kandinsky, c'est quelque part le début de l'art abstrait. Un autre peintre également, qui lui a été membre de la Société théosophique aux Pays-Bas, c'est Piet Mondrian, a été théosophe. Moi, j'ai été quand même assez étonné, n'étant pas un historien de l'art. Ce que j'ai fait dans un premier temps, je suis allé à Beaubourg acheter la plupart des biographies de ces peintres qui étaient quelque part devenus théosophes. Dans toute leur biographie, ils commencent à peindre, ils ont fait la plupart les beaux-arts, et ils commencent à peindre du figuratif. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se produit, on passe progressivement à un détachement, à quelque chose d'abstrait. Et je crois que là, on a la clé de l'émergence de cet art abstrait. La plupart du temps, l'évolution de la peinture se fait par rapport à une découverte, à une démarche spirituelle. C'est le cas pour Piet Mondrian, qui au départ peint des paysages relativement figuratifs et qui petit à petit va passer à l'abstrait. Alors, Piet Mondrian était membre, on connaît la plupart du temps ses œuvres, notamment celles les plus connues avec des carreaux de différentes couleurs. Piet Mondrian, c'est petit à petit un détachement. Alors, que souhaitent les peintres abstraits? C'est à un moment donné sortir de la forme pour peindre ce qu'ils ressentent intuitivement à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est de la vibration. Une couleur, c'est une vibration. Quelque part, à un moment donné, il y a un détachement de la forme qui se produit. Alors après, bon, Mondrian, on a d'autres peintres, pas relever qu'ils appartiennent à la peinture abstraite, mais comme Kupka. Kupka est un peintre aussi qui a appartenu à la société théosophique. Il va faire les Beaux-Arts de Prague, les Beaux-Arts de Vienne, puis il arrive à Paris. Alors Kupka, c'est un parcours aussi intéressant. Bon, on voit véritablement la rencontre avec la théosophie et aussi les traditions orientales. On a une gravure où l'artiste se représente lui-même agenouillé près d'un lac en méditation. Donc ça nous rappelle tout ce qui est approche méditative du yoga. On a aussi des peintures de Kupka où la dimension de l'invisible est présente dans sa recherche. Kupka aussi, c'est un personnage intéressant avec une vie très, très particulière, plutôt tendance anarchiste. Il va aussi dessiner pour un certain nombre de revues très connues à cette époque, notamment l'Assiette au beurre. Il va illustrer aussi
certains ouvrages d'Élisée Reclus. Après Kupka, on a un autre peintre qui a reçu l'influence théosophique. C'est peut-être un peintre qu'on n'attend pas forcément dans la liste des artistes ayant eu une influence théosophique. Je veux parler de Gauguin. Gauguin va toucher par 2 fois l'enseignement théosophique. Dans un premier temps, à Pont-Aven, où il va se retrouver avec un certain nombre de jeunes peintres qui créeront plus tard le groupe des Nabis, donc avec déjà un titre de leur groupe qui est relativement spirituel. Hein. Ces Nabis, à l'intérieur de ce groupe, on aura un certain Paul Sérusier. Et c'est Paul Sérusier à Pont-Aven, alors que Gauguin est là pour donner un petit peu des idées au niveau de la peinture, pour enseigner un peu certaines choses, Sérusier va parler à Gauguin de la doctrine secrète d'Helena Blavatsky. Donc c'est la première fois que Gauguin va connaître, va avoir en écho quelque part l'enseignement théosophique. La deuxième fois que Gauguin va toucher à la théosophie, c'est dans les îles, à Tahiti, avec un certain Sauvi, qu'il rencontre et qui a traduit à la main un ouvrage américain d'un certain Massé, qui, dans mes recherches, dont j'ai pu m'apercevoir qu'il était un des membres fondateurs aussi de la société théosophique. Et Gauguin va être très emballé par ce qu'il lit dans les notes de Sauvi. Il va lui-même recopier une partie de ces notes de la main de Gauguin. Ces documents sont au musée à Tahiti. Donc aujourd'hui, il y a une véritable reconnaissance de l'impact théosophique sur certaines œuvres de Gauguin à des périodes bien précises de sa vie lorsqu'il est dans les îles. On voit que sa peinture, petit à petit, va évoluer. Bon, on connaît tous des peintures comme le Christ jaune, etc. On va voir qu'à partir de sa découverte de la théosophie et des enseignements théosophiques, il va arriver à une forme de syncrétisme des traditions, des religions, et là il va commencer à mettre sur un même pied à la fois les traditions maoris, comme peuvent l'être la religion chrétienne ou d'autres religions. Donc là il va y avoir, et on le voit dans ses peintures, on a des toiles de Gauguin, où effectivement on va voir le Christ, le Bouddha, des divinités hindoues, etc. Et on voit qu'il y a ce syncrétisme à un moment donné qui est recherché. On les retrouve aussi sur un certain nombre d'œuvres de sculptures en bois faites par Gauguin, où on voit aussi le côté des différentes traditions dans ces cultures qui se mêlent. Et là, on est tout à fait dans l'enseignement théosophique. L'enseignement théosophique qui, je le répète, se donne 3 buts. Le premier but de la société théosophique est la création d'un noyau de la fraternité universelle, sans distinction de race, de classe ou de religion. Le deuxième but de la société théosophique est d'étudier l'ensemble des traditions, des philosophies et des sciences, notamment au début de faire connaître à l'Occident les traditions de l'Orient que sont l'hindouisme et le bouddhisme. C'est quelque part une première dans l'étude des religions comparées, qu'on connaît aussi aujourd'hui sous la forme de chaires dans un certain nombre d'universités. Troisième but de la société théosophique, de connaître, de rechercher les états latents à l'intérieur de l'homme. Donc là, on voit que chez les peintres aussi, on a cette recherche de cette forme de syncrétisme que développe la société théosophique. Alors il y a des artistes, il y a aussi Jean Delville, qui est un peintre belge très connu au début du XXe siècle, qui sera d'ailleurs le secrétaire général de la Société théosophique à Bruxelles, pour la Belgique. C'est aussi un peintre très particulier, hein. Je vous invite à voir ces toiles qui, effectivement, nous plongent dans une dimension très très ésotérique, avec des apports, effectivement, très théosophiques. On a également, au niveau de l'art, des musiciens qui ont été influencés par la société ou qui en ont été membres, comme le pianiste Alexandre Scriabine,
qui était un membre à part entière de la Société théosophique, qui est d'ailleurs très ami avec Jean Delville. Jean Delville dessinera Prométhée, un Prométhée, pour une pièce de musique, comme on dit un poème en musique, une pièce de musique de Scriabine qui s'appelle le poème du feu, donc le feu prométhéen. Et Scriabine, j'ai pu retrouver des croquis de la main de Scriabine, envisageait de construire un magnifique temple circulaire à Adyar, justement au siège international de la Société théosophique, une sorte de grande sphère qui se refléterait dans un lac, pour quelque part y donner la dernière de ses compositions dont il avait donné le nom de Mystère. Alors on voit que dans les milieux artistiques, l'influence est relativement forte. Il y a une influence également dans la littérature, notamment dans la littérature irlandaise. Je parlais de George William Russell, qui a été un éminent aussi politique, mais aussi poète, économiste. C'est un homme, j'allais dire, c'est l'honnête homme de l'époque, et c'est un nationaliste irlandais qui va jouer un rôle très très important avec d'autres intellectuels dans la lutte pour l'indépendance de l'Irlande. Alors, ce qu'on sait peu, c'est effectivement ce noyau d'intellectuels avait fondé ensemble la Société hermétique de Dublin, qui était une structure de recherche aussi des traditions ésotériques, sous les auspices de la Société théosophique de Londres. Donc, ils étaient tous, pour la plupart, théosophes. On retrouve aussi des traces des apports théosophiques, des enseignements théosophiques. On les retrouve notamment dans James Joyce, dans son ouvrage majeur Ulysse. Effectivement, on a des traces de l'enseignement théosophique là. Dans le prix Nobel de littérature aussi, Yeats, qui touchait beaucoup à l'ésotérisme aussi, et qu'on va retrouver dans d'autres, par la suite, dans d'autres sociétés initiatiques. Yeats a été théosophe. Yeats a connu Helena Blavatsky lors de voyages en Irlande d'Helena Blavatsky. On a également des personnages très connus dans la littérature américaine aussi, ou dans les romans on a des allusions à Helena Blavatsky, comme dans Jack London. D.H. Lawrence aussi, écrivain américain, au dire de son épouse, lisait régulièrement la doctrine secrète, a été très influencé par les traditions de l'Asie, de l'Inde et du bouddhisme aussi, et de la théosophie, bien sûr. Dans un autre genre de littérature, je pense à Franz Bohm, qui est l'auteur du Magicien d'Oz, qui a été lui-même, qui a baigné dans une famille de théosophes. Donc il y a peut-être un travail là aussi à faire. Ça serait peut-être d'analyser le Magicien d'Oz au niveau de sa symbolique sous un prisme théosophique. En dehors des artistes, de ces littéraires, on a aussi des scientifiques. Et là, effectivement, ils sont peut-être là où quelque part on les attend le moins, mais il y a eu nombre de scientifiques qui ont été membres à part entière de la Société théosophique. Je vous citerai Gaston Maspero, le célèbre égyptologue, philologue, etc., qui a été directeur du musée du Caire, d'égyptologie. Gaston Maspero a été directeur d'études à l'école pratique des hautes études à Paris et était également professeur au Collège de France. Donc c'est un professeur émérite, qui finalement va prendre la suite du grand égyptologue Mariette. Ensuite, nous avons aussi des scientifiques très connus. Je pense au célèbre astronome français Camille Flammarion, qui sera membre du Grand Conseil de la Société théosophique à Adyar, de la structure internationale. Je pense à d'autres personnages comme Crookes. Crookes qui va être
l'inventeur du radiomètre, et dont les études, dont les recherches, quelque part, vont permettre la découverte des rayons X, ce qui n'est pas rien. Thomas Edison, le fameux découvreur américain, a été aussi théosophe. Hein. On a son certificat, son diplôme de la Société théosophique dans les archives. Alors Thomas Edison, une petite anecdote avec son phonographe, hein, c'est lui qui va découvrir le phonographe, avant que le colonel Olcott et Helena Blavatsky partent pour l'Inde, Edison souhaite enregistrer la voix d'Helena Blavatsky. Mais on sait qu'à l'époque, les phonographes fonctionnaient avec des disques qui étaient confectionnés en cire. Et donc, Edison a enregistré la voix de Blavatsky, et tous les deux, Blavatsky et Olcott, sont partis pour Madras. Des années plus tard, après la mort de Blavatsky, le colonel Olcott a essayé de voir si on pouvait lire, écouter à nouveau la voix de Blavatsky, mais effectivement, vu le climat de l'Inde, les disques n'étaient plus du tout utilisables, avaient pris quelque part un coup de chaud. C'est bien dommage, parce qu'on aurait pu avoir quelque part une archive sonore de la voix de Blavatsky, mais c'est aussi pour l'anecdote. Voilà un petit peu pour la plupart des découvreurs. Je vous parlerai aussi d'Alfred Russel Wallace, qui est quand même le co-découvreur de la théorie de l'évolution, avec Darwin, hein, chose que l'on sait peu. On a eu l'anniversaire il y a encore quelques années de la découverte de la loi dite de l'évolution. On connaît peu le travail de Wallace auprès de Darwin. Dallas est aujourd'hui reconnu à part entière comme co-découvreur avec Darwin de la théorie de l'évolution. Alors je pense que Darwin a eu plus de publicité. Dallas, bien sûr, était théosophe, quelque part, se prêtait à des expériences spirites, mais c'était aussi l'honnête homme de cette époque. Hein. C'était quelqu'un d'engagé, un militant engagé, socialiste en Angleterre. Il était pour le partage de la propriété foncière, il était profondément féministe, et là aussi, c'est des personnages très particuliers et quelque part aussi attachants dans leur engagement qui est pluriel et divers. Je pense qu'au niveau des scientifiques aussi qui se sont intéressés à la théosophie, aux enseignements théosophiques, je pense qu'il faut dire un mot d'Albert Einstein. Hein. Effectivement, on a une petite anecdote à ce sujet. Une jeune femme, à un moment donné, qui est revenue en Inde pour visiter le siège de la Société théosophique, cette jeune femme voulait visiter justement le campus parce que, disait-elle, mon oncle avait toujours sur sa table de nuit l'ouvrage d'Helena Blavatsky, La doctrine secrète. Au dire de la conférencière, mais quel était votre oncle? Il s'agissait d'Albert Einstein. Donc Albert Einstein, effectivement, a eu connaissance de la doctrine secrète. On pense qu'il a eu connaissance par un de ses amis qui était un astrophysicien, Gustav Schronberg, qui était théosophe, membre de la loge de San Diego, qui y a certainement parlé à ce moment-là aussi des enseignements théosophiques.